notre réflexion sur les temporalités de l'apprentissage en formation à distance. Cette deuxième partie va s'intéresser aux temporalités individuelles. De nombreuses études, notamment en neurosciences, ont montré que chaque individu avait un moment privilégié sur le plan cognitif pour travailler. C'est ce que montre l'étude d'Evans. Au repos, des images d'IRM fonctionnelles montrent également des différences significatives au niveau du signal mesuré entre le matin et la fin de journée, notamment dans les régions temporales et occipitales du cerveau, chez un même groupe d'étudiants. Ce qu'il faut donc retenir, c'est que chacun a son propre rythme circadien. Il est donc nécessaire de considérer non plus une temporalité moyenne, mais des temporalités individuelles. C'est ce type d'approche que nous développons actuellement au Cégep à distance. Pour un étudiant donné, pour un cours donné, nous pouvons avoir une approche globale de son expérience temporelle d'apprentissage. Ce qui met alors en évidence le cycle d'engagement que j'évoquais en première partie. Vous le voyez sur le graphique, au début de son expérience, cet étudiant a un engagement maximal. Il interagit de façon rapprochée avec son environnement d'apprentissage. Vient ensuite une phase de désengagement. Puis, on peut voir qu'il va amorcer un réengagement. Les moments clés dans le cas de cet apprenant sont les remises des devoirs qui vont générer quelques jours avant un pic d'activité. Nous pouvons également regarder quels sont les jours qui vont susciter le plus d'interaction avec la plateforme. Ici, pour cet étudiant, l'interaction est répartie sur la semaine avec des jours plus propices, en moyenne, aux apprentissages. Nous constatons que notre étudiant travaille plus le lundi en matinée et en fin de journée, alors que le dimanche, il va plutôt se connecter à la plateforme dans la soirée. Ce qui se dessine en formation à distance, c'est ce que certains auteurs appellent l'individualisation du rythme des interactions. Nous pouvons alors proposer un accompagnement qui soit en phase avec nos apprenants. Nous pouvons adopter un référentiel temporel qui suit par exemple les moments de la journée, comme représenté ici. Nous pouvons également choisir un référentiel temporel sur 24 heures. Nous voyons que sur une journée type, 2 étudiants auront des profils temporels différents. Le premier étudiant, représenté en orange, est plus actif autour de 15 heures en après-midi. Le second étudiant, en bleu, est présent davantage le matin et le soir. Cette perspective peut donner des pistes aux tuteurs et aux tutrices sur la meilleure façon de relancer les étudiants durant la journée, et ce, pour chaque étudiant. Mais aussi, cela permet d'évaluer si un temps de latence est nécessaire pour temporiser l'accompagnement, pour ne pas sursolliciter l'apprenant et lui laisser ainsi un espace réflexif. Vous le percevez, mieux comprendre la rythmicité de l'apprentissage entre vitesse constante, accélération, décélération, nous permet d'appréhender la dynamique de l'engagement afin d'ajuster de façon plus personnalisée notre accompagnement asynchrone. Et vous, sur quel rythme avez-vous commencé ce MOOC? Avant de commencer, combien de temps aviez-vous prévu de consacrer à vos apprentissages? Préférez-vous vous connecter le soir, les fins de semaine? Arrivez-vous à maintenir le même tempo? Quels sont les obstacles qui vous empêchent de le maintenir? Essayez de répondre à ces questions. Cela vous aidera à ajuster votre propre rythme d'apprentissage et vous permettra de vous auto-réguler. On entend souvent que la formation à distance demande une plus grande autonomie. Dans le milieu de la petite enfance, ce processus d'autonomisation repose en partie sur la mise en place de routines et de rituels qui vont rythmer la journée. Je crois qu'il en est de même lorsque vous apprenez à distance. Souvent, en classe, nous aurons tendance à nous asseoir toujours au même endroit, installant au fur et à mesure de la session la même routine. Quelle routine avez-vous mis en place pour structurer votre expérience d'apprenant à distance? Pensez-vous qu'une certaine routine vous aiderait à trouver de nouveaux repères dans un contexte d'apprentissage qui est peut-être nouveau pour vous? Enfin, nous ne pouvons pas parler de temporalité d'apprentissage sans évoquer la notion de flow, pour reprendre le terme anglais. Vous est-il déjà arrivé d'être tellement absorbé par une activité que vous ne vous êtes pas rendu compte que la nuit était tombée ou qu'il neigeait à gros flocons dehors? Si la réponse est oui, alors vous avez expérimenté l'état de flow, état qui se caractérise notamment par la perte de la notion du temps. Ce graphique
pour vous aider à comprendre cet état. Lorsque vous avez trouvé un équilibre entre la difficulté de la tâche que vous accomplissez et vos compétences, vous pouvez atteindre le canal de l'expérience optimale. Il faut pour cela se fixer des objectifs par rapport à une action particulière. Pour le père de la théorie du flow, la nature de cet objectif n'a pas tant d'importance. Ce qui est central, que cet objectif vous permette de focaliser votre attention sur quelque chose et qu'il vous engage dans une activité réalisable que vous appréciez. Mais atteindre un objectif qu'on s'est fixé demande aussi des efforts. Si la tâche vous demande trop d'efforts, alors cela peut générer de l'anxiété. Si au contraire, elle ne vous met pas assez au défi, vous allez vous ennuyer. Quand nous concevons un cours, il faut évaluer cet équilibre défi-compétence, car parfois nous n'avons pas toujours la possibilité de l'ajuster, surtout en formation à distance quand le cours est asynchrone. Quand nous accompagnons nos étudiants, il faut être à l'écoute pour repérer leur position par rapport à ce canal de l'expérience optimale. Si vous voulez un outil pour vous aider dans votre accompagnement, voici ce tableau qui vous permettra de considérer le parcours d'apprentissage de vos étudiants et étudiantes dans sa globalité. C'est un outil utilisé en recherche d'expérience utilisateur qui a été adapté à l'expérience d'apprentissage. En repérant les différentes séquences dans le parcours que vous concevez, vous pourrez ainsi évaluer les états cognitifs et affectifs des apprenants quand le cours se mettra en place. Relevez également leurs besoins non satisfaits, leurs obstacles aussi. Toute l'équipe pédagogique pourra alors mettre en place des solutions aux problèmes identifiés. À vous de définir l'expérience que vous souhaitez offrir. Et celle que vous vivez actuellement pourra vous aider. Repérez les séquences intéressantes, les moments plus irritants et consignez-les dans votre journal de bord. Vous y reviendrez peut-être plus tard. Pour conclure, il faut, comme le préconise Michel Haladef-Jones, penser le rythme en formation à distance pour aider les apprenants à développer ce qu'il appelle une intelligence rythmique, c'est-à-dire la capacité individuelle et collective à s'approprier les caractéristiques rythmiques d'une situation de manière à pouvoir s'y adapter. Et nous le vivons, l'adaptation est aujourd'hui plus que jamais nécessaire. J'espère que vous avez à présent une meilleure compréhension des différentes formes de temporalité induites par la mise en distance, que vous saurez identifier les moments clés dans l'expérience d'apprentissage que vous souhaitez mettre en place pour faire du temps votre allié.